Partie 2, la logique des prédicats. Introduction. Le calcul des prédicats s'avère techniquement nécessaire pour appréhender de nouvelles formes d'inférence. De plus, par sa puissance analytique, il présente un grand intérêt philosophique. Nécessité technique. Comme on l'a vu, le calcul des propositions a pour objet la transformation et l'enchaînement de propositions au moyen des foncteurs logiques. Un tel calcul permet de formaliser des raisonnements et de les évaluer. Mais ceci ne vaut que pour les inférences mettant en jeu exclusivement des relations entre propositions sans considérer la composition interne de ces propositions, leur structure intra-propositionnelle. Or, il se trouve que de nombreux raisonnements, et souvent parmi les plus importants du point de vue gnoséologique, dépendent non seulement de l'enchaînement des propositions, mais encore de leur structure interne. L'objet du calcul des prédicats est précisément de rendre compte de ces derniers. C'était déjà le but d'Aristote lorsqu'il élabora sa théorie du syllogisme. Pour illustrer ce point, reprenons le raisonnement. La Terre est ronde, le Soleil est une étoile, donc l'univers est en expansion. On sait qu'il se formalise en P conjonction Q conditionnel R, qu'il est vrai parce que les propositions simples qu'il contient sont factuellement vraies et que leur combinaison logique est vraie. En un tel cas, la vérité du raisonnement ne met pas en jeu la structure interne des propositions simples qui le composent. Elles sont mutuellement indépendantes. Seules les relations externes de ces propositions gouvernées par les connecteurs sont en cause. Mais considérons cet autre exemple. Tous les hommes sont mortels, quelques Grecs sont des hommes, donc quelques Grecs sont mortels. Si nous en restons au calcul des propositions, nous allons formaliser ce raisonnement de la même façon que précédemment. Un tel schéma qui conjoint les prémices et les lie à la conclusion par un conditionnel constitue la traduction logique de toute inférence. Toutefois, notre nouveau raisonnement possède une structure particulière qui le rend valide et qui correspond à ce que les anciens nommaient un syllogisme en D-A-R-W-I. Tous les G sont H, quelques F sont G, alors quelques F sont H. Alors donc, toutefois, notre nouveau raisonnement possède une structure particulière qui le rend valide. Non seulement ce type de raisonnement requiert la liaison interpropositionnelle précédemment mentionnée, mais encore et surtout, il impose de tenir compte des relations entre les éléments des propositions en cause. Dès lors, contrairement à ce que nous fîmes dans le calcul des propositions, nous ne pouvons plus considérer les propositions dites alors simples comme des unités insécables P, Q, R, mais nous devons procéder à leur analyse. Nous distinguerons d'une part une variable d'individu et d'autre part un prédicat au sens moderne du terme, un concept ou fonction propositionnelle, tel que le définissait Frege. Ainsi, X est un homme se traduit par H de X. À ces éléments, il convient d'adjoindre des quantificateurs. L'universel noté X traduisant tous les et l'existentiel noté ensemble des X traduisant quelques. Ensemble en tant que quantification existentielle qui permettent de déterminer des classes d'individus. Par exemple, tous les hommes déterminent la classe des hommes. Notre raisonnement se formalise et l'on montrera aisément qu'il est valide. Ces nouveaux outils permettent de rendre compte de raisonnements qui échappent au calcul des propositions. En T, greffé sur le calcul des propositions, le calcul des prédicats le prolonge, augmente considérablement sa puissance et ce faisant assure la fécondité de la logique contemporaine. Le calcul des prédicats, au sens contemporain du terme, s'applique aussi bien à ce que les anciens appelaient prédicats, propriétés qui valent pour un individu, f de x, qu'aux relations, concepts reliant au moins deux individus. Pour des raisons à la fois théoriques et pédagogiques, nous distinguerons par la suite calcul des prédicats monadiques et calcul des relations polyadiques. Intérêt philosophique. L'intérêt premier du calcul des prédicats réside en ce qu'il fournit une méthode rigoureuse et formalisée d'analyse des propositions. Le philosophe, comme d'ailleurs tout un chacun, pense et raisonne dans et par le langage. Qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, il est conduit à analyser ce langage pour effectuer ses raisonnements.
Dès lors, il n'a qu'une seule alternative, ou bien il se fie aveuglément à ce qu'on appelait l'analyse logique, réductible, en fait à l'analyse grammaticale traditionnelle, ou bien il opère consciemment en se donnant des outils logiques d'analyse du langage qu'il utilise, et en premier lieu le calcul des prédicats. La philosophie comme exercice discursif et rationnel ne peut échapper au langage. L'ignorer conduit à reproduire les schémas de type aristotélicien. Le calcul des prédicats propose une réflexion sur le langage et fournit des outils explicites d'analyse logique de ce dernier. Le deuxième intérêt tient en ce que le calcul des prédicats autorise une définition de certains concepts étrangers au calcul des propositions. Si les propositions portent sur des faits, leur analyse permet de considérer des objets ou individus. D'où l'introduction de concepts qui jouent un rôle philosophique important: identité, prédication, satisfaction, référence, etc. Un des exemples majeurs en est le concept d'existence, mis en jeu par la quantification existentielle. Ce concept permet l'analyse de la catégorie philosophique d'existence et la critique des conceptions traditionnelles en la matière. Ainsi, la logique contemporaine prouve que l'existence, contrairement à ce que suggère la grammaire, n'est pas un prédicat d'objet. Cela, vu par Hume, repris par Kant, formalisé par Frege et Russell, justifie par exemple la critique carnapienne du cogito cartésien ou le rejet de la preuve a priori de l'existence de Dieu. Enfin, la logique des prédicats, en plus des concepts qu'elle définit, propose des procédures nouvelles qui présentent un intérêt philosophique, telle la théorie des descriptions définie par Russell. Il s'agit tout simplement des expressions qui qualifient en propre un individu singulier et déterminé. La théorie des descriptions fournit un moyen simple pour appréhender conceptuellement un individu singulier. De plus, elle permet de traiter des objets qui n'existent pas, comme par exemple les impossibilia, le cercle carré, ou les ficta, la montagne d'or. On peut se référer conceptuellement à ces objets sans devoir pour autant leur assigner une réalité intelligible, ce qui résout certaines difficultés soulevées par l'ancienne querelle des universaux. Par cette puissance analytique, la logique des prédicats fut à l'origine de ce qu'on a appelé la philosophie analytique. Avant d'aborder la construction du calcul des prédicats, nous allons rappeler cursivement les grandes lignes de la syllogistique d'inspiration aristotélicienne, ainsi que son dépassement diagrammatique par Venn. Ce rappel historique permettra de mieux saisir à la fois les continuités et les ruptures entre la logique traditionnelle et la logique contemporaine, chapitre 1. Nous pourrons alors introduire progressivement les principaux concepts du langage des prédicats et en fournir les règles syntaxiques de construction, chapitre 2. Nous introduirons ensuite les procédures sémantiques d'interprétation et d'évaluation de ce nouveau calcul, chapitre 3. Nous examinerons ses principaux modes de présentation, ainsi que ses propriétés métalogiques, chapitre 4. Enfin, nous rendrons compte du calcul des classes que le calcul des prédicats autorise, chapitre 5. Chapitre 1, la syllogistique traditionnelle et son dépassement diagrammatique. La syllogistique inventée par Aristote constitue l'ancêtre direct de l'actuel calcul des prédicats. Ce calcul intègre les acquis majeurs de la syllogistique, mais va bien au-delà en ce qu'il fournit un traitement des relations, ce dont fut incapable la syllogistique, et qu'il établit le caractère erroné ou limité de certaines analyses traditionnelles. Le principe des relations internes. Depuis Aristote, revu et corrigé par la tradition, la syllogistique se fonde sur un unique schéma d'analyse des propositions en sujet, copule, prédicat. Pour une analyse historique de la logique aristotélicienne et des apports ultérieurs, Robert Blanquet, La logique et son histoire. Jan Lukasiadis fut à l'origine du renouveau des études historiques sur la logique d'Aristote, distinguée de la Vulgate de l'école, dans la syllogistique d'Aristote. Ce postulat fondamental de la logique traditionnelle induisit deux erreurs majeures en philosophie: croire à un parallélisme entre grammaire, logique et métaphysique, négliger la spécificité des relations. 1. La première erreur consiste à croire que l'on peut passer sans heurts de la grammaire à la logique, puis à la métaphysique. De Morgan reprochait déjà à Aristote d'être trop le porte-parole du langage commun sur le syllogisme.
Sur les rapports entre grammaire et métaphysique chez Aristote, voire aussi benveniste, dans catégorie de pensée, catégorie de langue. En effet, pour la tradition, le sujet logique correspond au substantif grammatical et représente une substance pourvue de réalité. La copule correspond au verbe être et représente l'unique relation d'inhérence, c'est-à-dire la relation interne nécessaire du sujet au prédicat, predicatum in est subjecto. Enfin, le prédicat logique correspond à l'attribut grammatical et représente l'accident qui caractérise le sujet. Ainsi, dans Sophie est une femme, la féminité est une modification interne de Sophie. Toute l'ontologie substantialiste traditionnelle provient de ce triple découpage. Il y a bien là glissement de la grammaire à la logique et de la logique à l'ontologie. On verra que la logique contemporaine instaure un écart entre analyse grammaticale et analyse logique, conduit à mettre en cause la métaphysique traditionnelle. Cet écart se manifeste entre autres à propos du statut de l'existence. Logiquement, on ne doit pas écrire « S existe », tandis que l'on peut dire « l'énoncé Sophie existe » est grammaticalement correct. Ce schéma d'analyse en sujet, copule, prédicat était pour la tradition le seul possible et avait juridiction sur toute proposition, ce qui imposait de réduire les propositions relationnelles à des propositions prédicatives et donc de récuser la spécificité des relations, ce que Russell dénonça sous le vocable de dogme des relations internes, consista pratiquement jusqu'au XXe siècle à admettre pour seule relation celle d'inhérence du prédicat dans le sujet. Cela ne fait pas difficulté pour les propositions du type « Sophie est une femme », mais conduit à une interprétation non satisfaisante des propositions du genre « Sophie aime Jean ». L'analyse traditionnelle réduit en effet cette proposition à « Sophie est amoureuse de Jean », qui conduit à masquer son caractère relationnel. Ainsi, la logique traditionnelle ne disposait pas des moyens de traiter correctement les relations. Évitant ces ambiguïtés, Frege proposa de substituer au découpage traditionnel un schéma fonctionnel applicable aussi bien aux propositions prédicatives qu'aux propositions relationnelles. Dès lors, les relations diadiques fonctionnent comme des prédicats à deux places et au statut de relations externes qui ne dépendent pas de leurs termes. La relation M s'applique aussi bien à Héloïse et à Bélard qu'à Dante et Béatrice, etc. La classification des propositions est le carré des oppositions. Outre le fait qu'elle s'analyse en sujet, copule, prédicat, toute proposition possède deux propriétés. La première concerne sa qualité. Pour Aristote, une proposition est un discours déclaratif susceptible de vérité ou de fausseté. C'est ainsi que Tricot traduit logos apophantikos dans de l'interprétation. Cette dimension déclarative retient tout ce que l'assertion ne dépend pas du contexte qui relève de la rhétorique. On pourrait parler d'énoncé au sens où nous l'avons défini. Un tel discours peut être affirmatif ou négatif. Dans de l'interprétation, la première espèce de discours déclaratif, c'est l'affirmation. La suivante, la négation. On notera qu'Aristote ne confond pas discours déclaratif, assertif et affirmation. De plus, il considère l'affirmation comme antérieure à la négation, qui est pensée comme privation. La seconde met en jeu sa quantité. Comme pour Aristote, il n'y a de science que du général. La logique ne considère que les propositions générales. Le fameux exemple scolaire « tous les hommes sont mortels », Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, n'est pas aristotélicien dans les premiers analytiques. Aristote tient pour dégénérer un syllogisme de même forme avec Pythagore à la place de Socrate. Deux cas sont alors possibles. Le premier correspond au fait que le prédicat est dit de tout le sujet. Il détermine les propositions universelles. Par exemple, tous les hommes sont mortels. À l'opposé, on trouve les propositions particulières par lesquelles le prédicat est dit d'une partie du sujet. Elle commence par quelques, tels quelques hommes sont mortels. On ne confondra pas une proposition singulière, Pythagore est l'un des 7 sages de la Grèce antique, qui porte sur un individu unique, et une proposition particulière. Quelques Grecs sont sages, qui mettent en jeu une pluralité limitée d'individus, un choix parmi un ensemble d'individus. En croisant qualité et quantité, on obtient 4 formes possibles de proposition que la tradition scolastique identifie par des voyelles. Affirmo, nego. A, universelle affirmative, tous les hommes sont mortels.
E, universelle négative, aucun homme n'est mortel. I, particulière affirmative, quelques hommes sont mortels. O, particulière négative, quelques hommes ne sont pas mortels. Ces quatre formes ont des relations d'opposition complexes. La contrariété, tous les hommes sont mortels, universelle affirmative A, a pour proposition contraire, aucun homme n'est mortel, universelle négative E. La contradiction, la contradictoire de A est quelques hommes ne sont pas mortels, particulière négative O, et celle de E, quelques hommes sont mortels, particulière affirmative I. La subcontrariété qui vaut entre les deux particulières I et O. La subalternation qui permet d'inférer d'une universelle, affirmative ou négative, à une particulière de même qualité. Par exemple, si tous les hommes sont mortels, alors quelques hommes sont mortels. Ces relations ont été résumées graphiquement par Apulé dans le carré des oppositions. Auteur latin, 125-170, nous retrouverons souvent cette structure fondamentale des relations d'opposition. Nous faisons figurer les symboles des foncteurs propositionnels correspondant aux relations en jeu. Dans le carré logique des oppositions, traduite en termes de connecteurs, la relation contraire correspond à l'incompatibilité. Les deux propositions ne peuvent être vraies ensemble. La relation contradictoire correspond à la disjonction exclusive. Si l'une des propositions est vraie, l'autre est fausse et réciproquement. La relation subcontraire correspond à la disjonction inclusive. Une proposition au moins est vraie. Enfin, la relation de subalternation correspond au conditionnel. Les syllogismes et leur classification. Un syllogisme catégorique est un type d'inférence valide qui met en jeu trois propositions générales de façon telle que si les deux prémices sont vraies, la conclusion est nécessairement vraie. Conféré à Aristote, premier analytique. De deux prémices majeures, mineures, on déduit la conclusion. Chaque proposition contient deux termes aux places de sujet et de prédicat. Les anciens distinguaient trois types de termes. Le terme majeur, H, qui prédicat de la conclusion, figure dans la majeure. Le terme mineur, F, qui sujet de la conclusion, figure dans la mineure. Le terme moyen, G, qui absent de la conclusion, est distribué dans la majeure et la mineure et assure le passage du terme majeur au terme mineur. Ainsi, considérons le syllogisme suivant. Tous les hommes sont mortels, tous les Grecs sont des hommes, donc tous les Grecs sont mortels. Il comporte bien trois propositions et trois termes majeurs, mortel, moyen, homme, mineur, grec. Disposé selon une structure formelle particulière qui assure la validité du raisonnement, sequitur vi formae, structure en barbara que l'on peut représenter par un schéma d'inférence en recourant à des quasi-variables. Tous les G sont H, tous les F sont G, donc tous les F sont H. On ne confondra pas vérité matérielle des propositions et vérité formelle du raisonnement. Un raisonnement peut être valide, c'est-à-dire vrai formellement et cependant conduire à une conclusion matériellement fausse si au moins l'une de ses prémices est fausse. Ainsi en est-il de l'exemple de Lewis-Carroll, construit sur le schéma précédent. Tous les chats comprennent le français, tous les poulets sont des chats, donc tous les poulets comprennent le français. Par contre, si l'on s'assure empiriquement ou scientifiquement que les deux prémices sont vraies, l'application d'un schéma d'inférence valide conduit nécessairement à une conclusion vraie. En termes contemporains, on dira que le raisonnement est correct, sound. Il transmet la vérité des prémices à la conclusion. A l'inverse, si des prémices vraies conduisent à une conclusion fausse, l'inférence n'est pas valide. La complexité de la syllogistique traditionnelle provient de la multiplicité des formes possibles de raisonnement. On peut combiner de multiples façons trois propositions comprenant chacune deux termes. Pour s'y retrouver, Aristote et ensuite la scolastique ont proposé une classification des formes syllogistiques en figures à l'intérieur desquelles on distingue des modes. Les figures résultent de la combinaison des termes dans les prémices, la forme de la conclusion ne variant pas. Traditionnellement, on distingue quatre figures selon la place du moyen terme, G, dans les prémices. Les modes sont définis en fonction de la nature des propositions, leur qualité et quantité, A, E, I, O. On représente les modes de chaque figure en précisant la nature de chaque proposition. Les scolastiques ont donné des noms aux syllogismes dont les voyelles rappellent la nature des propositions en jeu. Figure triple A, par exemple, Barbara. Quatrième figure, dit Maris, I-A-I. Cette quatrième figure, envisagée par Aristote, a été explicitée par son successeur Théophraste, voire Lucas Vielis dans la syllogisme d'Aristote.
Certains syllogismes ont reçu des appellations différentes. Nous reprenons le vocabulaire de Leibniz. Coutura dans la logique de Leibniz. Syllogisme subalterne, barbarie, AAI. On remarque que nous n'avons que 24 schémas syllogistiques. Or, du seul point de vue combinatoire, d'autres formes sont possibles. Pour une figure, il y a 4 puissances cubiques, 64 modes possibles. Donc, pour les 4 figures, 60 x 4, 256 formes. Mais on peut supprimer les formes non valides qui relèvent notamment des règles suivantes. À partir de prémices particulières, IO, on ne peut obtenir une conclusion universelle, AE. Si au moins une prémisse est du type quelque, on ne peut pas conclure par généralisation avec tous les ou aucun. Par contre, le contraire est possible en vertu de la subalternation, ce qui produit les 9 syllogismes complémentaires de barbarie à Bamalip, appelé mode subalterne. Bamalip, AAI. Deux prémisses affirmatives, ah oui, ne peuvent conduire à une conclusion négative, E ou O, E ou O. De deux prémisses négatives, on ne peut rien déduire. De deux prémisses particulières, on ne peut rien déduire. Les 4 syllogismes de la première figure, dont les initiales sont les 4 premières consonnes de l'alphabet, étaient considérés comme parfaits par Aristote. Leur validité paraissant évidente. Barbara, tous les G sont H, tous les F sont G, tous les F sont H. Toute l'entreprise de la syllogistique consistait à partir de ces syllogismes primitifs à dériver l'ensemble des autres syllogismes. Lukasiewicz interprète cette dérivation en termes contemporains de déduction formelle à partir d'axiomes. Granger rétorque qu'il s'agit simplement d'une réduction des syllogismes imparfaits aux syllogismes parfaits. Pour ce faire, on utilisait des règles de conversion totale par accident, de contraposition et d'obversion. La conversion partielle inverse la quantité des propositions. L'obversion et la contraposition recourent à la négation sur les termes. Leibniz objecta pertinemment qu'on peut se dispenser de ces opérations au profit des seuls principes d'identité et de non-contradiction dans les nouveaux essais sur l'entendement humain. Pour prendre un exemple simple, les syllogismes de la deuxième figure en Festino, de la troisième en Férisson et de la quatrième en Frésison se réduisent tous aisément à celui de la première figure Ferio, par conversion simple, permutation des termes de la majeure et ou de la mineure. Le F des noms indique cette réduction à Ferio. La consonne S indique la conversion simple. Si elle ne figure qu'en deuxième position, l'opération se fait sur la majeure. Si elle figure aussi en troisième position dans le nom, elle s'impose aussi pour la mineure. Cette réduction se résume où les doubles flèches indiquent les conversions. Pour Festino, aucun H n'est G. Pour Ferio, aucun G n'est H. On pouvait donc tester la validité des syllogismes en les réduisant aux formes parfaites de la première figure, mais c'était assez fastidieux. Une méthode diagrammatique de représentation et d'évaluation des syllogismes dispense d'un tel effort.